Bonjour à tous et bienvenue dans 360. Aujourd'hui, je poursuis ma série sur le Massif central et les orogénèses. Dans le dernier épisode, je vous ai raconté les grandes lignes des mouvements de plaques qui ont créé le Massif central. Et la semaine dernière, l'actualité nous a malheureusement offert une illustration assez pratique d'une partie des phénomènes que j'avais évoqués. Cependant, qui dit formation de montagne dit enfouissement de roches, et c'est d'autant plus vrai qu'une montagne visible en surface n'est que la partie émergée d'un ensemble plus vaste. Elle a une racine en profondeur. La lithosphère, qui est constituée par la croûte terrestre ainsi que par la partie superficielle du manteau, qui en est solidaire, s'épaissit davantage vers le bas que vers le haut en fait. C'est logique. La gravité attire toute masse vers le centre de la Terre, et comme c'est la résistance de ce qui est en dessous qui maintient une certaine distance, quand on rajoute plus de charge sur ce qui est en dessous, le point d'équilibre tend toujours à être assez bas. Dans le cas de la lithosphère, on parle alors d'isostasie, et c'est ce principe que j'aimerais vous expliquer aujourd'hui. De manière simplificatrice, on peut imaginer que la lithosphère est un ensemble de rectangles posés les uns à côté des autres à la surface de la sténosphère, la partie profonde du manteau. Chaque rectangle est composé de deux couches. Le manteau lithosphérique, qui lui aura une limite inférieure qui est plutôt thermique. C'est la même chose que le manteau asténosphérique, la différence est liée à la température, qui va changer le comportement et faire qu'en fait le manteau lithosphérique va lui rester solidaire de la croûte, là où le manteau asténosphérique bouge indépendamment. Dans le même temps, la couche qui est située au-dessus du moins, c'est la croûte elle-même. La croûte, elle a une limite inférieure vis-à-vis de la lithosphère, du manteau lithosphérique, qui est plutôt chimique, physique. Elle n'a pas les mêmes propriétés et elle ne peut pas se mélanger avec le manteau facilement. Quand deux plaques rentrent en collision, il arrive que l'une passe sous l'autre. Quand deux plaques continentales rentrent en collision, il arrive que l'une passe un peu sous l'autre. On n'est pas dans le cadre d'une véritable subduction comme dans les océans, mais on appelle quand même ça subduction continentale, et ça s'arrête très vite, mais ça épaissit. Un autre cas de figure, c'est que notre croûte continentale va se diviser en petites écailles qui vont se mettre à se chevaucher. Dans tous les cas, tous les mécanismes qui sont liés à une collision entre deux plaques continentales vont impliquer un épaississement de la croûte. Et un petit peu comme les icebergs, donc, la majeure partie de cette structure, une fois qu'elle trouve un certain équilibre, va être en profondeur. En moyenne, pour 1 km d'épaisseur supplémentaire en surface, on rajoute 3 km en profondeur. Le tout venant s'additionner aux 35 km de moyenne d'épaisseur pour la croûte continentale. Sauf que contrairement à l'iceberg que j'utilise aussi comme image, nos colonnes de roche, elles sont purement théoriques, elles n'existent pas dans la réalité. En réalité, la croûte, elle est plus continue que ça, et les colonnes sont attachées les unes aux autres. La conséquence est qu'une chaîne de montagnes déforme son environnement. Ainsi, les blocs moins épais situés en périphérie de la chaîne vont être emportés vers le bas par la masse de la chaîne située à côté. Ainsi, on va former ce qu'on appelle un bassin d'avant-pays. En gros, c'est un creux. Sauf que quand vous avez un creux qui est juste à côté d'un relief en érosion, on va y déposer des sédiments. D'ailleurs aussi, parfois, comme il y a un creux, on va pouvoir y installer une petite mer épicontinentale, une mer peu profonde. Ça sera notamment le cas au nord des Alpes pendant toute une portion de leur histoire. Donc ce bassin d'avant-pays, c'est pas encore la fin en fait. Pourquoi ? Parce que s'il y avait que ça encore, en fait on serait sur un modèle simplifié, où on considérerait que la lithosphère continentale est facile à déformer et que la sténosphère se comporte grosso modo comme un liquide. Sauf que la sténosphère, c'est un fluide visqueux, un solide visqueux. Et j'insisterai sur un point, c'est qu'on parle bien de visqueux à l'échelle des temps géologiques. Si vous donniez un coup de poing dans de la sténosphère, le résultat serait le même que si vous donniez un coup de poing dans n'importe quelle roche. Mais à l'échelle des millions d'années,
les roches se comportent en fait comme un matériau visqueux et vont donc pouvoir fluer. Quant à la lithosphère continentale, elle résiste à la déformation et quand elle doit ployer sous la charge, cela va induire un mouvement inverse un peu plus loin, un peu comme un cahier qui se bombe quand vous le ployez. Autrement dit, la zone au-delà du bassin d'Avant-Pays va voir se développer un soulèvement. Et d'ailleurs, c'est une des sources du relief actuel du Massif central, avec les Pyrénées au sud, une chaîne active séparée du Massif central par leur bassin d'Avant-Pays. Et puis, si on va à l'est, on a les Alpes, une autre chaîne de montagnes qui est séparée du Massif central par son bassin d'Avant-Pays. Donc, évidemment, l'isostasie joue un rôle dans l'état actuel du Massif central, mais comme on l'a vu, le Massif central, à l'origine, ça a été sa propre chaîne de montagnes, à l'époque de la chaîne hercynienne. Et l'isostasie, elle n'est pas sans conséquence pour la chaîne de montagnes elle-même, pas plus que l'épaississement de la croûte qui l'engendre. En fait, quand la chaîne hercynienne s'est formée, elle a dû en subir les conséquences, ou les roches en tout cas en ont subi les conséquences. Et la première conséquence, on va en parler dans le prochain épisode. C'est lié au fait que les roches sont lourdes et que plus on descend en profondeur, plus on aura une masse importante de roches au-dessus de nous, et aussi on va avoir un gradient thermique important parce que même si la chaîne de montagne va envoyer en profondeur des roches qui viennent de la surface et qui sont plus froides, eh ben, on va aussi avoir quand même des températures qui vont devenir de plus en plus importantes en profondeur. Et quand une roche elle est écrasée et chauffée, on a les conditions idéales pour causer ce qu'on appelle du métamorphisme, un sujet que j'ai déjà un tout petit peu abordé dans ma précédente vidéo sur les diamants, mais que je vais discuter plus en détail la prochaine fois. D'ici là, puisse votre esprit demeurer vif et votre curiosité dénuée de toute limite. À la prochaine.